Dans le chapitre des parois du cœur, nous allons parler à la fois de la structure de la paroi cardiaque, mais surtout de sa vascularisation coronaire. Cette diapositive va insister sur la structure du cœur, donc va détailler la paroi du cœur. Voici donc une coupe de la paroi du cœur que l'on va agrandir et nous allons décrire ces constituants depuis la surface jusqu'à la profondeur, c'est-à-dire jusqu'à l'intérieur de la cavité cardiaque. La couche la plus superficielle s'appelle l'épicarde. C'est en fait une couche de péricarde viscérale qui est plaquée sur le cœur et qui est même indissociable du cœur. Sous cette couche, on trouve un tissu adipeux plus ou moins abondant qui va contenir des vaisseaux et des nerfs. Ce tissu adipeux sera tout particulièrement abondant dans les sillons à la surface du cœur. Et cette graisse va donc remplir les sillons. C'est d'ailleurs très souvent dans ces sillons que l'on trouvera les plus gros vaisseaux du cœur. Ces vaisseaux s'appelleront les vaisseaux coronaires. Les nerfs que l'on retrouve dans ce tissu seront des nerfs sensitifs, puisque le cœur aura une innervation sensitive consciente. La couche suivante est une couche musculaire superficielle. On l'appelle également la couche oblique. En fait, les fibres musculaires de cette couche se répartissent de façon hélicoïdale depuis l'apex du cœur jusque vers l'arrière, comme on le voit sur le schéma à gauche. Sous cette couche, il y a une couche musculaire profonde, dite aussi circulaire. Cette couche apparaît sur le schéma de gauche grâce à la confection d'une petite fenêtre à travers la couche superficielle. Ces deux couches forment le myocarde. Le myocarde, chaque fois qu'il se contractera, déterminera une systole. Il y aura une contraction auriculaire ou ventriculaire, une systole auriculaire ou une systole ventriculaire. Chaque fois que ces couches vont se relâcher, on parlera de diastole, aussi bien pour le ventricule que pour l'oreillette. En dessous du myocarde, encore plus près de la cavité cardiaque, il y a une couche qui contient par endroits du tissu excitoconducteur. Ce tissu sera à même de se dépolariser de façon rythmique et d'entraîner la contraction du myocarde. Enfin, la dernière couche, celle qui est au contact du sang qui remplit les cavités, s'appelle l'endocarde. Il faut insister maintenant sur la grande richesse d'innervation du cœur. Le cœur dispose d'un plexus cardiaque, d'un plexus nerveux cardiaque, qui va prendre place au-dessus de lui, sous l'arc aortique et en arrière de l'arc aortique. Dans ce plexus cardiaque, nous allons trouver trois types d'innervation. Une innervation parasympathique qui va provenir des nerfs vagues gauche et droit. Une innervation sympathique qui va provenir des nerfs cardiaques. Ces nerfs cardiaques vont provenir des niveaux C3 à T4 de la moelle. Et enfin, une innervation consciente, sensitive, qui est transportée par ces mêmes nerfs cardiaques. Et ces nerfs sensitifs sont, en cas de souffrance du cœur, responsables du tableau douloureux du cœur qu'on appelle l'angor pectoris ou encore l'angor tout court, ou aussi l'angine de poitrine. C'est-à-dire que chaque fois que le cœur va souffrir, essentiellement pour des raisons de souffrance vasculaire, pour des raisons d'ischémie,
Eh bien, ce sont ces nerfs qui vont transporter la douleur de la souffrance cardiaque. Et cette douleur aura des irradiations sensitives extrêmement variées dans la mesure où ces nerfs sensitifs vont être transportés par des nerfs qui s'échelonnent des niveaux C3 à T4. C'est pour cette raison, par exemple, que la douleur classique de l'angine de poitrine pourra se propager jusque dans la mâchoire ou dans la région du carpe gauche. Cette diapositive va présenter l'ensemble du tissu excitoconducteur ou cardionecteur du cœur. Pour faire apparaître ce tissu, nous allons utiliser cette vue droite du cœur avec une ouverture large de l'atrium droit et du ventricule droit. Le tissu cardionecteur va être responsable d'une dépolarisation automatique rythmique qui sera transmise à toutes les fibres musculaires de voisinage. Ce tissu cardionecteur n'est pas réparti de façon équitable au niveau de la surface du cœur. Il y a en fait des zones de concentration de tissu cardionecteur. La première de ces zones forme le nœud sinusal ou sino-atrial. C'est une zone lenticulaire mince de 2,5 cm de diamètre et de 0,2 cm d'épaisseur. Cette zone est située à la face dorsale de l'atrium droit, proche de la terminaison de la veine cave crâniale. Cette zone est la seule qui soit en contact avec le plexus cardiaque, c'est-à-dire que toutes les afférences et efférences nerveuses du plexus cardiaque vont converger vers le nœud sinusal. Dans ces afférences et efférences, il y aura autant de fibres nerveuses sympathiques que parasympathiques. Le système sympathique étant globalement responsable d'une accélération du rythme cardiaque et le système parasympathique responsable d'un ralentissement du rythme cardiaque. La deuxième concentration de tissu cardionecteur prend place au centre du cœur, à la jonction entre les atria et les ventricules. On parle de nœud atrio-ventriculaire. Voici un agrandissement de la cloison centrale du cœur, c'est-à-dire du septum central du cœur. C'est dans ce septum que prend place le nœud atrio-ventriculaire. Voici une vue plus générale des cavités cardiaques et l'on retrouve le nœud atrio-ventriculaire entre les cavités gauche et droite dans la cloison septale. Voici ici la valve mitrale et la valve tricuspide symbolisées chacune par deux cuspides. Le nœud atrio-ventriculaire est donc exactement entre ces structures. Il se prolonge par un faisceau de tissu cardionecteur qu'on appelle le faisceau atrio-ventriculaire. Ce faisceau, dans le septum interventriculaire, se divise en deux branches, une branche gauche et une branche droite. Il faut noter sur ce schéma ces deux marques rouges qui sont au centre du faisceau atrio-ventriculaire. Ces deux marques correspondent à une artère du nœud atrio-ventriculaire. En effet, le tissu cardionecteur, comme tout le tissu musculaire du cœur, doit recevoir une vascularisation permanente extrêmement riche. Il y a donc une artère dédiée à chacun des nœuds sinusal et atrio-ventriculaire. Au niveau du nœud atrio-ventriculaire, il y a une artère qui va traverser, qui va perforer le faisceau atrio-ventriculaire pour nourrir ces structures. Nous verrons plus loin qu'une interruption de la circulation sanguine dans cette artère va entraîner irrémédiablement une nécrose de ce tissu cardionecteur et donc la disparition
du faisceau atrioventriculaire. Le tissu cardionecteur ou excitoconducteur va donc se répartir entre les deux ventricules droit et gauche. Voici ici un ventricule droit ouvert sur son bord droit, et dans la cavité du ventricule droit, nous voyons le nœud atrioventriculaire dans la transparence du septum interventriculaire qui se prolonge par le faisceau atrioventriculaire. Ces deux structures traversent la pars membranacea, cette partie fragile et très mince du septum interventriculaire, puis de là par la branche droite du faisceau atrioventriculaire qui va parcourir la trabécule septomarginale et se terminer jusque dans le muscle papillaire antérieur. Du côté gauche, voici une vue du ventricule gauche ouvert largement sur son bord gauche, et nous voyons à la suite du faisceau atrioventriculaire la branche gauche se diviser, se ramifier en éventail dans la paroi septale. Vous voyez qu'ici, les ramifications sont nombreuses et que la branche gauche est extrêmement courte avant sa division. Le tissu excitoconducteur est capable d'une dépolarisation automatique et rythmique. Chaque partie du tissu excitoconducteur est capable d'une dépolarisation à un rythme propre. Le rythme de dépolarisation du nœud sinusal est de 70 par minute. C'est-à-dire que 70 fois par minute, une onde de dépolarisation va quitter le nœud sinusal pour parcourir les parois atriales et se terminer sur le nœud atrioventriculaire. Ce nœud atrioventriculaire a lui un rythme de dépolarisation de 30 à 40 fois par minute. En dessous de lui, le myocarde aura un rythme de dépolarisation spontanée de 20 fois par minute. La dépolarisation peut naître partout dans la masse cardiaque, mais le centre le plus rapide à se dépolariser va imposer son rythme propre. C'est-à-dire que le nœud sinusal va imposer la dépolarisation au reste du système cardionecteur. Et ainsi, il y aura tout d'abord une systole atriale due à la dépolarisation du nœud sinusal et à l'onde de dépolarisation qui parcourt les atria, puis une systole ventriculaire. Voici maintenant, sur cette diapositive, l'armature, le squelette du cœur, sur lequel va se fixer l'ensemble du système valvulaire du cœur. Voici une vue latérale gauche du cœur, et nous allons réaliser une coupe oblique passant par le plan marqué en rouge pour montrer comment le cœur va recevoir une armature fibreuse à la jonction entre les atria et les ventricules. Sur une vue supérieure de cette coupe, cette structure fibreuse apparaît ici en vert. Il existe ainsi ventralement un premier anneau fibreux qui entoure l'orifice pulmonaire, puis en arrière de lui un anneau fibreux aortique autour de l'orifice aortique. L'orifice aortique apparaît sur cette vue et l'on peut ainsi voir les trois valves semilunaires de l'aorte avec l'origine de deux artères coronaires qui naissent au-dessus des valves antérieures gauche et droite. Il existe en arrière de ces deux anneaux pulmonaires et aortiques deux anneaux fibreux pour chacun des orifices atrioventriculaires, ici à gauche l'orifice mitral et l'orifice tricuspide à droite. Dans l'espace restant entre ces structures, il y a ici le nœud atrioventriculaire qui prend place donc entre les cavités atriales gauche et droite, dans le septum interatrial du cœur. Sur cette coupe oblique qui sépare les atria des ventricules, nous allons mettre en place maintenant tout le système valvulaire que nous avons eu l'occasion d'étudier jusqu'alors. Et nous allons donc commencer ventralement par l'orifice pulmonaire qui est fermé par trois valves semilunaires,
une valve ventrale, une valve dorsale gauche et une valve dorsale droite. En arrière de cet orifice pulmonaire prend place l'orifice aortique au centre du schéma. Cet orifice porte lui aussi 3 valves semilunaires, mais leur disposition est inversée. Il existe une valve ventrale gauche, une ventrale droite et une valve dorsale. En arrière, on trouve du côté gauche l'orifice mitral, avec ses cuspides septales et pariétales, et à droite l'orifice tricuspide, avec une cuspide septale, une ventrale et une dorsale. Voici cette vue de dissection qui retrouve des structures fibreuses du cœur avec l'implantation du système valvulaire, et l'on reconnaît en avant l'orifice du tronc pulmonaire et ses valves semilunaires, l'orifice de l'aorte ascendante avec ses 3 valves semilunaires, l'orifice tricuspide, ses 3 valves, et l'orifice mitral avec ses 2 valves. Nous allons maintenant parler des artères coronaires, qui sont les artères nourricières des parois du cœur. Ces artères, lorsqu'on observe une pièce de dissection, disparaissent dans le tissu graisseux qui remplit les sillons à la surface du cœur. Ces artères siègent au fond des sillons. Elles ont un trajet sinueux, comme on peut le voir sur cette vue. Ce trajet sinueux leur permet de s'adapter au changement de forme de la masse cardiaque lors du passage à un stade de contraction ou de relâchement. Voici sur ce schéma maintenant le principe de circulation des artères coronaires. Il y a en fait 2 artères coronaires, une gauche, une droite, et leur nom provient du fait qu'elles assurent une circulation en couronne autour du cœur. L'artère coronaire gauche apparaît ici en pointillé car masquée par le tronc pulmonaire, puis elle donne une artère circonflexe qui contourne le bord gauche du cœur et une artère interventriculaire antérieure qui siège dans le sillon entre les 2 ventricules et qui va se prolonger sur quelques centimètres à la face inférieure du cœur, la face diaphragmatique du cœur. L'artère coronaire droite naît de l'aorte ascendante, elle contourne le bord droit du cœur et se place sous le cœur pour rejoindre le sillon interventriculaire postérieur. Elle prend alors le nom d'artère interventriculaire postérieure. La circulation coronaire est une circulation terminale, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'anastomose entre les artères coronaires, et que l'obstruction d'une artère coronaire entraîne automatiquement la mort, la nécrose, c'est-à-dire l'infarctus, du tissu cardiaque qui est en aval. Voici présentée l'origine des artères coronaires sur cette vue supérieure du cœur. Nous allons agrandir l'espace carré en rouge pour montrer que ces 2 artères coronaires, gauche et droite, prennent leur origine de l'aorte ascendante. Voici ventralement l'orifice pulmonaire ou ostium pulmonaire, et en arrière de lui, l'ostium aortique, légèrement décalé vers la droite. On représente autour de l'ostium aortique les 2 auricules, gauche et droite, qui vont masquer le trajet de départ des artères coronaires. Ces artères coronaires sont un peu asymétriques dans leur origine, en ce sens que, dès le départ, l'artère coronaire gauche a un calibre un peu supérieur à celui de l'artère droite. L'artère coronaire gauche a un diamètre de 4,5 mm, alors que la droite a un diamètre de 4 mm seulement. L'artère coronaire gauche naît au-dessus de la valve semilunaire ventrale gauche de l'aorte. L'artère coronaire droite naît au-dessus de la valve semilunaire ventrale droite. Nous allons détailler l'origine des artères coronaires et pour cela il faut réaliser une coupe verticale de l'aorte ascendante.
Si l'on considère l'aorte ascendante comme ce cylindre rouge, si l'on réalise une coupe verticale de ce tronçon initial de l'aorte ascendante et que l'on ouvre comme un livre ce cylindre, voici la structure des valves semilunaires, ici dépliées. On retrouve la valve semilunaire ventrale gauche, la valve semilunaire dorsale et la valve semilunaire ventrale droite. L'ostium de l'artère coronaire gauche est donc au-dessus de la valve semilunaire ventrale gauche, celui de l'artère coronaire droite au-dessus de la valve semilunaire ventrale droite. Les deux ostiums coronaires, gauche et droit, sont à 15 mm environ au-dessus du point le plus déclive des valves semilunaires. Voici, sur cette vue de dissection, ces valves semilunaires de l'aorte, ainsi que les deux orifices des artères coronaires gauche et droite. Il est très important de comprendre que l'ostium est masqué pendant la systole ventriculaire. C'est-à-dire que le sang qui sort sous pression dans l'aorte ascendante va plaquer les valves semilunaires sur les parois du cône de l'aorte, c'est-à-dire sur les ostiums coronaires. Ces ostiums sont donc obturés pendant la systole ventriculaire, c'est-à-dire pendant la montée du sang dans l'aorte ascendante. À la fin de la systole ventriculaire, les trois valves semilunaires se rapprochent l'une de l'autre pour fermer l'orifice aortique, ce qui fait que la colonne de sang qui est au-dessus de l'orifice aortique appuie un peu plus sur les valves semilunaires et renforce l'étanchéité. Dans ce mouvement d'hyperpression, d'appui sur les valves semilunaires, le sang pénètre dans les deux artères coronaires gauche et droite, ce qui signifie que la circulation coronaire va avoir lieu pendant la diastole ventriculaire. Cela est d'autant plus logique que le muscle ventriculaire ne peut pas recevoir de circulation sanguine lors de sa contraction. Il y a une simple circulation pendant la phase de relâchement. Nous allons à la surface du cœur montrer maintenant les branches de division des artères coronaires. Nous allons commencer par les branches de l'artère coronaire gauche. Sa branche la plus importante est l'artère interventriculaire antérieure qui va occuper tout le sillon interventriculaire antérieur jusque vers l'apex du cœur, et cette artère va même se prolonger en dessous, c'est-à-dire dans le sillon interventriculaire postérieur, sur quelques centimètres. La deuxième branche est une artère dite diagonale qui va de façon oblique être plaquée sur la face latérale gauche du ventricule gauche. L'artère suivante est l'artère marginale gauche qui va parcourir la surface du ventricule gauche à la jonction entre les faces pulmonaires et diaphragmatiques du ventricule gauche. Puis en 4, nous traçons l'artère circonflexe qui parcourt le sillon atrio-ventriculaire gauche pour rejoindre la face diaphragmatique du cœur, à proximité de la croix des sillons, sans l'atteindre. Il existe de façon inconstante une artère destinée au nœud sino-atrial. Cette petite artère en 5 va se diriger vers l'arrière, passer sur le toit de l'atrium gauche et rejoindre le nœud sino-atrial. Pour l'artère coronaire droite, il faut insister sur sa branche la plus importante, qui est l'artère interventriculaire postérieure, qui occupe la quasi-totalité du sillon interventriculaire postérieur, sans jamais s'anastomoser avec l'artère interventriculaire antérieure. Il existe une petite artère marginale droite, représentée en 7, et là encore, de façon inconstante, une artère du nœud sino-atrial qui va rejoindre le nœud de tissu cardio-necteur en passant entre l'aorte ascendante et la terminaison de la veine cave crâniale. Le nœud sino-atrial peut donc recevoir une circulation artérielle soit de l'artère coronaire gauche, soit de l'artère coronaire droite. Enfin, il faut insister
sur l'artère du nœud atrioventriculaire, en 9 sur le schéma, qui va naître de l'artère interventriculaire postérieure au niveau de la croix des sillons et qui va s'enfoncer verticalement dans le sens caudocrânial en direction du nœud atrioventriculaire. Voici sur une coupe passant par les deux ventricules la répartition des branches des artères coronaires afin de montrer comment l'artère coronaire gauche va prendre en charge beaucoup plus que la moitié des parois du cœur. Voici sur cette coupe tout d'abord l'artère interventriculaire antérieure, branche de l'artère coronaire gauche. Et à l'opposé, l'artère interventriculaire postérieure, branche de l'artère coronaire droite. De ces deux artères interventriculaires naissent des branches qui vont s'enfoncer dans le septum interventriculaire et la branche interventriculaire antérieure prend en charge les 2/3 de ce septum. Voici l'artère diagonale gauche, puis l'artère marginale gauche, pour nourrir le ventricule gauche. L'artère marginale droite est une branche de la coronaire droite. Voyez que le territoire de l'artère coronaire gauche, qui apparaît sur le schéma marqué par ces pointillés, est beaucoup plus important que la moitié gauche du cœur, puisque des branches de l'artère interventriculaire antérieure vont même parcourir la trabécule septomarginale et rejoindre les muscles papillaires de la cavité ventriculaire droite. Par contre, voyez qu'une partie de la face dorsale du cœur va être prise en charge par l'interventriculaire postérieur, y compris au niveau d'une partie du ventricule gauche. Nous allons représenter cette notion sur une coupe sagittale qui passe par le plan septal du cœur pour montrer à la fois la cloison interauriculaire et la cloison interventriculaire. Voici la trajectoire de l'artère interventriculaire antérieure qui est ici dans le sillon entre les deux ventricules et à l'opposé, à la face diaphragmatique du cœur, l'artère interventriculaire postérieure. Ce schéma insiste tout d'abord sur l'origine de l'artère du nœud atrioventriculaire. Et ensuite, la zone en pointillé montre que la charge de l'artère interventriculaire postérieure est bien moindre que celle de l'artère interventriculaire antérieure, puisque les 2/3 du septum sont vascularisés par l'IVA et 1/3 seulement par l'IVP. Cela signifie que l'artère coronaire gauche prend en charge une très grande partie de la paroi musculaire des deux ventricules, et qu'en cas d'obstruction de cette artère coronaire gauche, c'est une très grande partie de la fonction ventriculaire du cœur qui va être altérée. Par contre, si l'artère coronaire droite a en charge une surface musculaire moins grande, elle peut être responsable lors de son obstruction d'une nécrose, d'un infarctus du nœud atrioventriculaire. Et dans ces cas-là, si le nœud atrioventriculaire ne fonctionne plus, ne se dépolarise plus, il y a un risque d'asynchronisme entre les contractions ventriculaires et auriculaires, avec très rapidement une altération du débit cardiaque. La circulation veineuse coronaire est présentée ici sur ces trois schémas et nous commençons par la volumineuse veine coronaire gauche qui parcourt le sillon interventriculaire antérieur. Cette veine se place ensuite dans le sillon atrioventriculaire gauche. Elle est rejointe en deux par la veine marginale gauche et elle glisse ensuite à la face inférieure du cœur. Elle reçoit la veine oblique de l'atrium gauche en 3, ainsi que plusieurs veines postérieures du ventricule gauche. La veine coronaire droite est beaucoup plus courte, de plus petit calibre également. Elle apparaît dans le sillon atrioventriculaire droit et
elle passe en avant de l'orifice de terminaison de la veine cave caudale. Elle converge vers la veine interventriculaire postérieure et l'ensemble des circulations gauche et droite rejoint le sinus coronaire, marqué en 7. Ce sinus coronaire est une très volumineuse veine qui remplit l'espace de la croix des sillons et qui traverse la paroi de l'oreillette droite pour se terminer dans les cavités droites. Ainsi donc, la quasi-totalité de la circulation coronaire du cœur rejoint directement l'oreillette droite, mais il existe une circulation accessoire par un système de drainage autonome. Ainsi, en 8 apparaissent deux petites veines ventriculaires droites. Ces petites veines ventriculaires droites vont rejoindre les cavités droites au niveau de l'anneau fibreux du cône d'éjection de l'atrium droit que nous avons dessiné lors de l'étude des cavités cardiaques. Il y a également de petites veines atriales, gauche et droite, qui rejoignent la cavité atriale droite. Ces veines s'appellent les veines minimes du cœur. En 9, 3 de ces petites veines sont ici représentées. Cette circulation accessoire représente moins de 2% de la circulation sanguine veineuse coronaire.